Bonjour, merci d'être venu pour cette session des mini-mois. Contrairement à ce qui était marqué dans le planning, c'est pas les 3 mois, mais c'est les 7 mois. L'interne, enfin, a bossé et donc m'a rendu les résultats du 7e mois il y a 3 jours. Merci à lui. Bon, cette thèse a été présentée en juin par Xavier Huret, qui maintenant travaille en soins palliatifs et qui n'est pas venu présenter ce travail. Moi, je suis chef de clinique à Lille et donc j'ai dirigé ce travail pour les résultats jusqu'à 3 mois et pour les résultats jusqu'à 7 mois. C'est un autre interne, Nicolas Lebeau, qui a pu compléter les données. Alors, jusqu'à maintenant, la supplémentation en vitamine D est recommandée, comme vous le savez tous. Au début, cette recommandation avait également essentiellement pour viser de supprimer le rachitisme vitamino-carentiel. Actuellement, ce n'est plus vraiment une problématique de santé publique. Il y a d'autres motivations à faire cette supplémentation, notamment parce que des études montrent qu'un faible taux de vitamine D est associé à des pathologies démyélinisantes du système nerveux central. De même, certaines études montreraient qu'une supplémentation permettrait de diminuer le risque de diabète de type 1, et d'autres semblent mettre un lien entre taux de vitamine D et infection des voies aériennes inférieures. Actuellement, la recommandation est de supplémenter systématiquement toutes les préparations pour nourrissons depuis l'arrêté du 13 février 1992. En France, ce sont ces posologies. De plus, la Société française de pédiatrie recommande une supplémentation systématique pour tous les nourrissons, quel que soit leur mode d'alimentation. Le problème, c'est que nous ne savons pas actuellement quelle est l'observance de la supplémentation en vitamine D en France, et notamment il n'y a pas eu d'études longitudinales permettant d'en avoir une approximation. C'est pour cela que notre objectif principal était d'évaluer l'observance dans le temps de la supplémentation en vitamine D les 7 premiers mois de vie. L'objectif secondaire était d'essayer de déterminer quels étaient les facteurs associés à cette observance, à la fois sur des critères médicaux et des critères sociodémographiques. Merci Aurélie. Alors, cette étude était multicentrique dans la région de Lille. Nous avons inclus 4 maternités qui sont les 4 principales de la métropole lilloise. L'hôpital Jeanne de Flandre, qui est le CHU, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est un hôpital également qui a une fonction de service public, mais qui est privé. Le pavillon Paul Gelec, qui est la maternité de Roubaix, qui n'existe plus maintenant, qui a été déplacée. Et l'hôpital de Seclin, qui est dans la partie sud de la métropole. Nous avons inclus prospectivement les nourrissons en service de suite de naissance, d'avril à novembre 2015. Et il fallait qu'il y ait au moins un des 2 parents. Les critères de non-inclusion étaient la grossesse multiple, l'hospitalisation en pédiatrie, donc dans un service de néonatologie par exemple, la non-compréhension du questionnaire et le défaut d'accord bien sûr des parents. Les questionnaires concernant les enfants qui étaient nés un jour pair à la maternité de Jeanne de Flandre n'ont pas été analysés pour des questions pratiques de suivi de la population. Nous n'étions pas assez nombreux pour pouvoir faire les rappels, et donc nous avons inclus tout le monde dans le service, mais sélectionné que la moitié de la population. Le recueil de données a été fait par 2 investigateurs en chambre de suite de naissance, auprès d'au moins un des 2 parents. Nous remettions un questionnaire standardisé, ainsi qu'une note d'information et un consentement écrit. Les questionnaires de suivi étaient ensuite administrés par téléphone et par courriel en l'absence de réponse à 1, 3, 5 et 7 mois de vie, avec plus ou moins une semaine autour de la date anniversaire d'inclusion. Il y avait 5 rappels téléphoniques. C'est un extrait des documents que nous avons proposés aux parents. Donc nous relevions l'ensemble des données concernant le déroulement de la grossesse, également les voies d'accouchement, les caractéristiques sociodémographiques des 2 parents, et si la patiente avait été informée au moment de la sortie de suite de naissance de la supplémentation en vitamine D, mais également si elle avait reçu une information pendant la grossesse et si elle avait bien été supplémentée elle-même pendant la grossesse. Hop. Pour le suivi, nous relevions qui faisait le suivi, médecin généraliste, pédiatre, PMI. Nous relevions également la posologie de la supplémentation en vitamine D ainsi que la galénique utilisée. Et donc ceci à chaque fois afin de prévenir les modifications de galénique au fur et à mesure du suivi. Et nous relevions également quelle était l'observance que je vais vous définir juste après. Voilà pour les différentes posologies. Et voilà pour la vitamine D. Notre critère de jugement principal permettant de déterminer la bonne observance était le fait de savoir si lors des 7 jours précédant l'appel, le nourrisson avait reçu la dose recommandée par la Société française de pédiatrie. Donc nous demandions le nombre de jours d'oubli dans la semaine et en fonction de la galénique et de la posologie prescrite par le médecin, nous calculions si cette dose de vitamine D correspondait à la dose recommandée. Le critère de jugement secondaire était donc l'influence des données sociodémographiques et médicales sur l'observance.
Différents tests statistiques ont été utilisés, les tests classiques avec une significativité inférieure à 0,05. Alors voici le diagramme de flux de l'étude. Donc nous avons inclus 344 patients à Jeanne de Flandre et entre 77 et 40 dans les maternités périphériques, ce qui faisait 520 nourrissons. Sur ces 520 présents dans les services les jours d'inclusion, 180 ont été non inclus, donc selon les critères que vous voyez ici. Sur les 340 inclus, 230 ont été analysés, donc en excluant les patients qui étaient jour pair à Jeanne de Flandre, avec un taux de réponse de 89,5% à 1 mois et 85,2% à 3 mois. Je vous présenterai les autres après. Avec donc un taux faible de perte du tube. Oui. Ah mince. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le clic droit au lieu d'appuyer sur le clic gauche. Ouais, non, j'ai fait un retour arrière, c'est bizarre, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, en ce qui concerne les comparaisons entre les maternités, il n'y avait pas de différence statistique sur les différentes variables concernant les caractéristiques de la population. Donc la population était homogène au sein des centres. Cependant, certains paramètres n'étaient pas testables, il n'y avait pas assez d'effectifs par catégorie. Par exemple, la profession des parents, la notion de prématurité, le petit poids, la procréation médicale assistée et les voies d'accouchement ne pouvaient pas être comparés. Concernant les groupes pairs et impairs Jeanne de Flandre, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, ce qui a validé notre méthode. Alors, concernant le résultat principal, au premier mois, nous retrouvions un taux d'observance autour de 80%, sans différence entre les centres. Et au troisième mois, ce taux était de 77%, également sans différence entre les centres. Nous avons analysé quels étaient les déterminants par la suite. Vous voyez ici une courbe qui représente l'évolution à 1, ici, et puis à 3 mois. Seuls 31% des parents déclaraient n'avoir jamais oublié dans la semaine précédant l'appel, et 21 avaient au moins 2 oublis par semaine. Oui. C'est bizarre, c'est une diapositive qui était cachée. Alors, concernant les facteurs influençants, au premier mois, lorsqu'on regarde quels sont les facteurs qui sont associés avec la bonne observance, nous en retrouvons 3 en analyse bivariée. L'alimentation suivie au premier mois, avec une meilleure observance en cas d'allaitement artificiel. La galénique, avec une meilleure observance pour la ZIMA-D par rapport à l'uvestérol. Et en cas d'apport excessif. Alors, qu'est-ce que cet apport excessif? Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les maternités surdosaient les nourrissons en vitamine D sur leurs ordonnances de sortie par rapport aux recommandations de la Société française de pédiatrie. Donc, ceci était associé à une meilleure observance en analyse bivariée. Maintenant, si on fait une analyse multivariée, on va retrouver uniquement l'influence de la ZIMA-D avec un odds ratio à 3,7 et une intervalle de confiance assez large pour 1 mois. Concernant l'observance à 3 mois, ce sont les mêmes facteurs qui revenaient en analyse bivariée, l'allaitement maternel artificiel, enfin l'allaitement artificiel, excusez-moi, la galénique ZIMA-D et l'apport excessif de vitamine D sur l'ordonnance de sortie. Néanmoins, seule la prescription d'un apport supérieur aux recommandations était associée à une meilleure observance, avec encore là un autre ratio qui était extrêmement large dans son intervalle de confiance. Alors si on regarde brièvement les résultats à 5 et 7 mois, on se rend compte que l'observance chute, 70% à 5 mois, avec aucun facteur significativement associé à ce mois-ci. Et à 7 mois, également un taux encore plus bas, à 59%, avec aucun facteur associé à ce taux d'observance. Nous pouvons voir que nous avons au final un peu moins de 1/4 de perte de tube, ce qui est quand même très bien pour un suivi à 7 mois. Il y avait également une homogénéité entre les maternités, encore plus d'homogénéité à ces stades-là que nous l'avions à 1 ou 3 mois, où nous avions l'impression que la maternité de Roubaix était un peu moins observante. Passons maintenant à la discussion. Alors, l'élément principal à critiquer dans cette étude, c'est le critère de jugement principal. Comment définir un critère d'observance? C'est quelque chose qui est très difficile, qui n'est absolument pas homogène en fonction des études, et donc nous avons fait un compromis dans le choix de ce critère. Le recueil des 7 derniers jours nous paraissait le meilleur pour éviter les biais de mémorisation. Si on avait demandé plus longtemps pour les parents, ils auraient peut-être oublié ce qu'ils avaient fait. De plus, le fait de rappeler tous les 2 mois permettait d'éviter d'influencer les parents sur l'observance. En effet, lorsque vous avez un petit nourrisson, ceux qui en font l'expérience, 2 mois, c'est une éternité. Ça change tellement rapidement que vous vous souvenez même plus à 7 mois que vous êtes inclus dans une étude et qu'on vous a appelé 2 mois avant.
Et c'est impossible de prévoir la date de rappel à l'avance dans votre calendrier. Donc forcément, les parents étaient un peu surpris lorsqu'on les rappelait. Et ça permettait d'éviter ce qu'on appelle l'effet off-storm, qui fait qu'on majore l'observance en incluant les gens dans les études. De même, en cas d'utilisation d'un calendrier à domicile, on aurait favorisé l'observance et on aurait également eu un plus grand risque de perte du dessus. Notre critère de genre principal était défini selon les recommandations de la Société française de pédiatrie en ce qui concerne la posologie, et donc il n'y avait pas de critique à avoir sur le taux de vitamine D recommandé. Néanmoins, c'est un critère d'observance sur les données françaises, et ce taux de vitamine D recommandé est très variable d'un pays à l'autre, avec une absence de consensus au niveau international. En effet, aux États-Unis, c'est 400 unités internationales par jour qui est recommandé comme suffisant à 6 mois. Eux, ils supplémentent toutes les alimentations pour nourrissons. Et ils disent qu'à partir du moment où un nourrisson boit plus de 1 litre de lait, on n'a plus besoin de supplémenter. Moi, mon fils n'a jamais bu 1 litre de lait. Il s'est arrêté avec la diversification avant, maintenant il veut plus de yaourt. Il veut plus que des yaourts. Donc en France, c'est un peu difficilement transposable. En Suisse, c'est 300 à 500. Avec néanmoins, le problème est celui de la toxicité. Et c'est notamment la question qu'on se pose lorsqu'on voit qu'il y a un surdosage prescrit en maternité. On a l'impression qu'il n'y a pas de risque de surdosage de toute façon lorsqu'on est entre 1000 et 1200 unités internationales de vitamine D prescrites. En ce qui concerne la toxicité, les études sont contradictoires. On n'a pas vraiment de données très fiables pour dire qu'on a un risque de surdosage au-dessus de telle posologie quotidienne chez un nourrisson. C'est pour ces craintes-là que la recommandation est de supplémenter plutôt quotidiennement chez les petits et de passer à des ampoules au-delà de 18 mois, parce qu'on pense que les tout-petits n'ont pas de capacité de fixation de la vitamine D à long terme. D'où la recommandation de prescrire quotidiennement. Alors, concernant la comparaison entre les différents effectifs, nous avions beaucoup de variables qui n'étaient pas testables par manque d'effectifs. C'était une étude qui était une étude de faisabilité. Pour éviter les biais d'inclusion, nous avons utilisé une inclusion consécutive en suite de naissance. Donc, un jour donné, l'interne venait, il incluait tout le monde. Voilà. Et pour éviter les problèmes de biais de sélection également, nous avons comparé la population père et impair à Jeanne de Flandre. Nous n'avons pas trouvé de différence. Ouais, c'est bon. Concernant la galénique, nous retrouvions donc une influence de la ZIMA-D sur l'observance. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la ZIMA-D était prescrite dans 3 maternités et seule une maternité semblait favoriser plutôt l'uvestérol. Donc la maternité de Roubaix, qui avait tendance à être un peu plus basse en termes d'observance sur nos résultats. Alors, est-ce qu'il y a un effet de contamination entre le centre Paul Gelay à Roubaix et la pression d'uvestérol? Nous ne le savons pas. Vous savez que désormais l'uvestérol est retiré du marché. Voilà, alors ça faisait quand même plus de 10 ans que Prescrire disait que cette galénique n'était pas adaptée et qu'il y avait des risques, notamment rappelés par l'avis de novembre 2013 de la NSM. Donc finalement, c'est une bonne chose que l'uvestérol ait été retiré, et notre étude, d'ailleurs, appuie ce fait-là. Concernant l'information sur la vitamine D, seule une femme sur 5 estimait avoir eu une information pendant la grossesse, ce qui est très faible, et seulement 60% en sortie de maternité. Il faut donc être vigilant sur l'information qui est délivrée et la rappeler à chaque consultation et vérifier l'observance auprès des parents. Pour conclure, nous notons une diminution de l'observance de la supplémentation en vitamine D dès la sortie de maternité, qui a tendance à s'aggraver avec le temps. Seul un apport de vitamine D supérieur aux recommandations semble être associé au moins 3 mois à une bonne observance. Il faut donc se poser la question sur cette pratique, éventuellement sur la possibilité de compenser. Et donc, le médecin généraliste ou le pédiatre devrait pouvoir vérifier ça et éventuellement proposer aux parents des posologies de rattrapage en cas d'oubli dans la semaine. Je vous remercie.